Effectivement, je vais vous parler alors de la Loire et de ses affluents. Je ne vais pas me contenter effectivement de vous présenter le cas de l'axe Loire. On va se balader un peu sur tout le bassin. Alors le bassin versant de la Loire, c'est 100 en gros 118 000 kilomètres carrés. Le territoire, nous, de compétence de l'établissement, c'est le bassin versant de la Loire et on est reconnu EPTB, pas sur cette intégralité-là, essentiellement sur la partie médiane et amont du bassin, mais on intervient aussi quand même sur les autres bassins, qui sont le bassin de la Maine ou le bassin de la Vienne, sur des thématiques bien particulières. Vous le comprenez bien, avec 118 000 kilomètres carrés, on a une grande diversité de cours d'eau sur le bassin de la Loire. On a des cours d'eau qui descendent du massif central, hein, comme l'Allier, comme la Loire elle-même, qui sont du coup des cours d'eau, ou même comme la Vienne, des cours d'eau avec, on va dire, une production de charge sédimentaire assez grossière, hein, avec une pente relativement entre guillemets, élevée. Et puis on a des cours d'eau plutôt sur la rive droite de la Loire, qui là descendent les principaux cours d'eau du Perche, hein, avec des cours d'eau de faible énergie, avec un transport sédimentaire relativement fin, une dynamique latérale complètement différente, relativement faible par rapport à des cours d'eau comme l'Allier. Donc on a une grande diversité de cours d'eau, une grande diversité de situations. Alors le, comment dire, les problèmes sont, les pressions, on va dire, et les impacts sur les cours d'eau se ressemblent quand même un peu, malgré la diversité des cours d'eau. Ce sont plus parfois les réponses qu'on peut apporter à ces problèmes-là qui vont changer, voilà, pour s'adapter aux cours d'eau. Concernant les pressions humaines qui sont recensées, on a tout d'abord la présence de grands barrages sur la partie amont, de la Loire, avec notamment Grandjean, mais on peut aussi parler de Villeray, qui est situé juste en dessous. On a sur le Cher le complexe hydroélectrique Pras-Rochebu. Sur la Vienne, on a aussi des ouvrages sur la partie amont et sur l'Allier. Alors, sur l'Allier, c'est vraiment l'extrême amont qui est impacté par la présence de barrages, avec notamment le barrage de Poutès. Même si aujourd'hui, voilà, cet ouvrage-là est en train d'être amélioré avec notamment une ouverture temporaire, ce qui devrait améliorer nettement le transport sédimentaire. Ces grands barrages-là posent quand même aujourd'hui le problème, comme je vous l'ai dit. Ces têtes de bassin versant-là, qui descendent du massif central, sont les principaux apports en matériaux grossiers pour le bassin de la Loire. Donc on a une interception de cette charge grossière sur une superficie qui est quand même pas négligeable, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte qui vous est présentée. Euh, Plus bas, en fait, dans la vallée, hein, en dessous de ce secteur impacté par les grands barrages, on retrouve des problématiques qui ont déjà été évoquées sur d'autres bassins versants, hein. La question des extractions en lit mineur, essentiellement alors, sur la Loire, hein, sur le Loir, donc, qui est un affluent sur le bassin de la Maine, sur la partie aval de la Loire. Sur l'Allier aussi, sur le Cher, à titre d'exemple, en fait, ces extractions-là, si on prend le bassin de l'Allier, c'est entre 10 à 30 millions de tonnes en 25 ans, hein, sur les années 70 à 90. Donc, on a des volumes relativement importants. Et là aussi, c'était des exploitations aussi de matériaux relativement grossiers sur l'Allier. Sur la Loire, on avait aussi des extractions en lien avec du sable. L'autre pression identifiée, qui a aussi été évoquée sur d'autres bassins, c'est la présence de protection de berges ou de digues de protection contre les inondations. Concernant les protections de berges, ça touche quasiment tous les cours d'eau, même on peut dire tous les cours d'eau du bassin, avec certains qui ont une forte dynamique latérale comme l'Allier, qui sont particulièrement impactés. Si on prend le tronçon aval de l'Allier, les 250 km aval, donc ce qui correspond à un peu plus de la moitié du linéaire du cours d'eau, on a recensé à peu près 790 protections de berges sur ce secteur-là. Donc entre en gros Brioude et le bec d'Allier. Les digues, on a éventuellement une chance, on va dire, nous, sur le bassin de la Loire, contrairement à ce que nous ont montré nos confrères de la Garonne. Effectivement, elles sont présentes dans le lit de la Loire, mais la Loire n'est pas aussi chenalisée, par exemple, que la Garonne ou que le Rhône. Donc quand même, la Loire a un espace de mobilité qui lui permet encore de divaguer, de mobiliser une partie de ses sédiments. Toutefois, ces digues-là ont quand même aujourd'hui un impact sur certains secteurs. Et ensuite, on a les problèmes, bien sûr, de recalibrage aussi sur un certain nombre de cours d'eau. Euh,
sur un certain nombre de cours d'eau. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cette présentation sur les précieuses, c'est qu'on a essentiellement un piégeage des matériaux grossiers sur la partie amont, que le stock mobilisable dans l'espace de mobilité aujourd'hui est moindre avec ces extractions massives sur le bassin de la Loire, et qu'on a un espace de mobilité réduit. Donc clairement, on a aujourd'hui un déficit d'apport de matériaux sur les principaux cours d'eau du bassin de la Loire. Alors ce déficit en matériaux se traduit de différentes manières. Tout d'abord, vous l'aurez compris, par une incision du lit de la rivière. Alors cette incision aujourd'hui, un exemple que l'on a marquant sur le bassin, c'est la déstabilisation d'ouvrages d'art, avec notamment le pont Wilson qui s'est effondré en 1978 donc, dans l'agglomération de Tourangelle. Mais au-delà des impacts sur les ouvrages d'art, on a aussi un impact sur les captages d'eau potable. C'est notamment une des dispositions du Sage-Loire en Rhône-Alpes, en fait, vise à essayer de trouver une solution pour limiter les incisions, pour protéger les captages d'eau potable et ne pas avoir à les déplacer. On a des déconnexions d'annexes fluviales, ça a aussi été évoqué sur d'autres secteurs. Puis des disparitions d'habitats, des problèmes de continuité écologique. Alors quand on parle de disparition d'habitat, vous avez une photo tout à fait en bas où on voit le lit de la Loire, en fait, en aval du barrage de Grandjean. Alors là, vous voyez la berge, mais le fond de la rivière est exactement pareil, donc sur plusieurs centaines de mètres recouverts de marne, en fait, de marne affleurante. Et puis pour les problèmes de continuité piscicole, en fait, ça peut paraître effectivement parfois surprenant, mais avec l'incision, on se retrouve parfois sur un socle marneux et on a des seuils naturels qui se forment, comme sur l'aval de l'Allier avec le seuil des Madeleines. Puis sur ce secteur-là, on a eu une incision de l'ordre de 6 mètres. Hein. Et donc, les marnes un peu plus dures qui sont apparues génèrent un seuil qui a été aujourd'hui aménagé, une espèce de dispositif piscicole rustique pour permettre notamment au saumon de passer. Après l'incision, on a aussi des problèmes, cette fois-ci, d'exaucement. Alors là, c'est plutôt en lien justement avec les problèmes de recalibrage et de surcalibrage même du lit, où on se retrouve sur certains secteurs avec d'importants dépôts sédimentaires qui viennent se végétaliser, ce qui vient augmenter le risque d'inondation. C'est le cas à différents endroits, donc sur la Loire, mais aussi sur la partie aval du Cher, notamment dans la traversée de Tours, où cet effet de surcalibration est même plus important, plus impactant que la présence de barrages sur ces secteurs-là. Le déficit sédimentaire a aussi un impact sur la modification du style fluvial. Cette fois-ci, je vais vous envoyer sur le bassin de l'Allier, où on a un cours d'eau qui était plutôt un cours d'eau en tresse, et puis en méandriforme sur la partie aval, et puis au fil du temps, l'Allier est devenu une rivière à chenal unique, avec une faible sinuosité, ou du moins une sinuosité plus faible, voire sur certains secteurs en tresse, on est passé sur des cours d'eau type anastomose. Donc, on a une modification du style fluvial et ça a une répercussion automatiquement sur les habitats. La dernière conséquence aussi de ces pressions sur le milieu, c'est le risque de capture de la Loire et de l'Allier par des gravières. Je vais m'expliquer rapidement. On a, vous le voyez la photo en haut à droite, hein, on a des gravières à proximité immédiate de l'Allier et de la Loire. Et ces gravières-là, en général, le fond de ces gravières-là est bien plus bas que le fond de l'Allier ou le fond de la Loire, et on a un risque de voir un basculement du lit de l'Allier et de la Loire dans ces gravières-là, qui vont stocker une quantité importante du transport sédimentaire. Hein. La gravière que vous voyez en photo, c'est à peu près 30 ans de transport sédimentaire de l'Allier en capacité de stockage. Donc ces actions-là, ces captures-là, vont impacter en cas de capture le transport sédimentaire, et surtout pourraient remettre en cause toutes les actions et opérations de continuité sédimentaire qui sont mises en place sur le bassin. Donc c'est un sujet qui est pris très au sérieux sur le bassin de la Loire, puisqu'on a quand même au moins 13 gravières sur l'Allier et sur la Loire qui ont un risque important de capture avec des conséquences hydromorphologiques importantes. Alors en termes d'enjeux et d'objectifs à l'échelle du bassin, hein, l'objectif c'est de compenser et réduire le déficit en améliorant la continuité sur les affluents et les secteurs médian-aval, puisque je vous l'ai dit, les têtes de bassin, on est bloqué par des grands barrages avec en plus des sédiments dont la qualité est parfois un peu, on va dire, douteuse.
En portant aussi, réduire le déficit en portant des actions qui visent à remobiliser les stocks de sédiments grossiers pour compenser le déficit amont, donc avec un travail sur la dynamique latérale et sur des îlots qui ont pu se végétaliser. On va chercher aussi à multiplier la provenance et la diversité des matériaux tout au long du continuum. Toujours pareil, on a une part non négligeable du transport grossier mobilisé en amont. On sait très bien qu'on ne peut pas le récupérer par un seul type d'action, donc il faut multiplier le type d'intervention et les sources de sédiments. Et puis ensuite, un des objectifs aussi, c'est de limiter donc, le risque de capture des cours d'eau sur certaines gravières. Vous voyez l'exemple d'une simulation qu'on a fait sur l'étude du risque de capture des gravières, d'une gravière pour trouver les solutions derrière les plus adéquates. Et enfin, on va, après compenser et réduire le déficit, on va essayer de limiter l'exhaustion sur certains secteurs en facilitant donc la remobilisation de matériaux, ce qui peut du coup servir aussi à compenser par ailleurs. Et puis, on va essayer de gérer plus efficacement un certain nombre d'ouvrages structurants. Donc, sur la question qui nous a été posée, euh, sur la question des actions, hein, on a mis essentiellement des actions, en place des actions au travers des sages, en tant que porteurs d'études et non pas maîtres d'ouvrage de travaux. Donc, on a mis en place une gestion coordonnée, par exemple, des vannages sur le Loir. Ça, c'est lié à une règle du SAGE, dont l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau et la continuité sédimentaire. Donc, voilà, on a essayé de proposer une date commune d'ouverture à l'échelle de l'axe. Hein. Donc, il y a une centaine d'ouvrages, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde ne suit pas cette préconisation du SAGE. On a lancé une étude, justement, sur l'ensablement du Cher dans la traversée de Tours, avec, voilà, puisqu'il y a une problématique inondation suite à l'exhaussement du lit. Voilà, donc l'objectif, c'est de trouver une solution pour limiter la sédimentation en gérant l'ouvrage ou en travaillant sur la morphologie du lit, qui a été surélargie. On porte actuellement une étude de diminution donc, du risque de capture de l'allié par 2 gravières. Donc là, clairement, il y a plusieurs enjeux. C'est améliorer la dynamique fluviale et puis sécuriser les ouvrages d'art et les usages, avec comme objectif trouver une solution pour éviter que le lit de l'Allier bascule dans ces gravières-là, puisqu'au total, les 2 gravières que l'on étudie représentent 62 ans de transport sédimentaire sur l'Allier. Donc il y a réellement un enjeu important, et en cas de capture aussi, on peut avoir une incision de l'ordre de 5 mètres au droit de ces gravières-là. On porte également 2 autres actions. Une étude donc, de l'élaboration d'un schéma de gestion de l'Allier. Donc là, l'idée est un peu de faire un état des lieux de la situation actuelle de l'Allier en termes de largeur de bande active, d'évolution du profil, du style fluvial, des usages. Et pour essayer de proposer déjà un ajustement de l'espace de mobilité qui a été défini dans le cadre du SAGE, et puis aussi lister les actions, prioriser les actions les plus importantes pour améliorer le transport sédimentaire et la dynamique fluviale sur ce cours d'eau-là. Donc, c'est vraiment une action, hein, pour nous, une action prioritaire, ce travail-là. Puis, ça va aussi guider les opérations dans le cadre du contrat territorial Val d'Allier. Et enfin, et là, on se rapproche un peu de ce qu'Épidore a présenté, une étude donc, de reconstitution du matelas alluvial sur l'aval de Grandjean. Je dis que ça se rapproche de ce qu'Épidore, puisque cette étude-là pourrait déboucher sur un projet LIFE porté par le conseil départemental 42. Là, l'objectif, c'est de trouver une solution pour stabiliser le profil en long et retenir localement une partie de la charge grossière. Ça, c'est le cœur du projet. Et autour de ça, vont graviter un certain nombre d'actions visant à supprimer des enrochements pour redonner un peu d'espace au cours d'eau et des opérations de dévégétalisation d'îlots en fait, qui se sont stabilisés au fil du temps. Concernant la question qui nous a été posée sur les moyens, alors il y a 2 choses. D'un point de vue technique, il a fallu mobiliser voilà, des experts et des chercheurs. On l'a évoqué, il y a quand même un besoin de connaissances dans le domaine du transport sédimentaire, et puis c'est vraiment un domaine relativement pointu. Donc il nous a fallu mobiliser voilà, des universitaires, que ce soit sur Clermont-Ferrand, sur l'université de Tours, du Mans, voire même de Lyon. Et puis essentiellement mobiliser les clés, puisqu'on ne peut rien faire sans une volonté locale d'agir. C'était même le point de départ de tout, c'était la mobilisation des clés et la sensibilisation des clés. D'un point de vue financier, on est sur des interventions à chaque fois très onéreuses, donc on essaie de mobiliser le maximum de fonds, que ce soit au travers du fonds FEDER avec le plan Loire, la mise en place de contrats territoriaux, donc j'avais déjà cité Val d'Allier alluvial, la mise en place d'un programme LIFE, donc porté par le département, auquel nous, l'établissement, on intervient surtout sur le volet connaissance et valorisation des retours d'expérience.
Et puis, bien sûr, automatiquement, une partie de fonds propres pour pouvoir compléter ces plans de financement. Voilà. Concernant les leviers, essentiellement, je vais insister sur ça, c'est l'implication des clés. On ne peut pas agir sur ces territoires-là sans une volonté des clés, sans une sensibilisation, notamment des élus de ces clés-là, pour les intéresser à ce sujet. Puisqu'on a sinon une tendance aujourd'hui à effectivement s'intéresser quasi exclusivement sur on va dire sur la partie changement climatique. Et aujourd'hui, il faut quand même que les élus aient bien en tête les problématiques liées au transport sédimentaire. Et concernant les difficultés rencontrées donc, dans la mise en œuvre des études, alors, on a la question de la difficulté technique. Hein. On n'a pas forcément toutes les connaissances sur tous les cours d'eau du bassin de la Loire et on souffre de ce manque de connaissances. Donc, il y a encore des choses à améliorer là-dessus. Et puis, d'un point de vue financier, c'est toujours pareil. On a des études onéreuses, des financements qui sont parfois limités, que ce soit pour les études comme pour les travaux, ce qui peut derrière automatiquement poser des problèmes, notamment pour trouver des maîtrises d'ouvrage, puisque comme j'ai dit, nous on est essentiellement porte des études, mais non pas des travaux.